Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure, où chaque idée devient une boussole pour lire notre époque. À Lomé, entre le 8 et le 12 décembre 2025, au cœur d'un congrès panafricain réunissant Africains du continent et des diasporas, Franklin Nyamsi prend la parole et revendique un panafricanisme qui ne se contente plus des symboles, mais interroge l'action, la souveraineté et la responsabilité morale des États. Restez avec nous, nous allons d'abord écouter et décortiquer ses propos sur le passeport panafricain, la monnaie unique et le panafricanisme de proximité, avant de passer à une analyse approfondie des enjeux politiques, économiques et humains qu'il soulève. Ici commence une réflexion sur l'Afrique comme projet, mais aussi comme exigence éthique. Qu'est-ce qui s'est passé à Lomé entre le 8 et le 12 décembre 2025? Il s'est passé que des Africains venus du continent, venus des diasporas, se sont librement exprimés sur les aspirations, sur les projets, sur les perspectives du développement de l'idéal panafricain semé dès le 19e siècle par les pères fondateurs du panafricanisme, descendants des esclaves noirs d'Amérique du Nord. J'insiste sur le fait, tous les congressistes se sont exprimés librement. Je n'ai vu nulle part, tout au long du congrès, les autorités togolaises essayer d'imposer à quelqu'un ce qu'il avait à dire. Je n'ai eu connaissance à aucun moment d'une contrainte, d'une restriction à la liberté d'expression de qui que ce soit. C'est le premier témoignage que je veux porter. Deuxièmement, quels sont les grands acquis de ce congrès panafricain? Pour moi, ce congrès panafricain aboutira à sa cible si ce qui a été régulièrement évoqué par la plupart des intervenants est mis en œuvre par les dirigeants africains eux-mêmes. L'une des propositions phares de ce congrès, dont j'ai été moi-même l'un des porteurs, c'est la proposition de mettre en œuvre un passeport panafricain. D'autres l'ont appelé The Black Passport. Il s'agit d'un passeport qui serait délivré sans avoir besoin pour cela de quelques critères politiques ou de quelques critères individuels ou moraux à tous les citoyens africains d'origine et à tous les afro-descendants qui le souhaitent dans le monde. Et qui permettrait à tous les Africains du monde, à tous les Noirs du monde, de circuler librement dans tous les pays africains concernés. Imaginez ce que ça serait, un tel passeport, qui permettrait à toutes les populations africaines d'aller d'un pays africain à un autre, sans autre forme de procès, qui permettrait aux afro-descendants qui sont en Amérique du Nord, qui sont dans les îles caribéennes, les afro-descendants qui sont en Amérique latine, les afro-descendants qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont dans l'océan Indien. Imaginez un passeport qui nous permettrait à tous de pouvoir nous déplacer librement dans notre mer terrestre, l'Afrique. Ça, c'est la décision la plus plébiscitée, c'est la décision la plus sollicitée, c'est la décision la plus souhaitée par tous les congressistes. Deuxième projet sur lequel les congressistes sont tombés massivement d'accord, c'est d'accélérer la marche vers la construction de la monnaie unique africaine. Une seule monnaie pour tout le continent africain. Si on parvenait à générer, à décider, à instaurer une monnaie unique pour tout le continent africain, on créerait ainsi le plus immense, le plus puissant, le plus juteux marché financier de la planète Terre. Cette proposition, elle aussi, a eu l'agrément de l'ensemble des délégations participantes. Il y a une troisième idée dont pour ma part je me suis fait le grand défenseur. J'ai dit qu'il y avait un panafricanisme géopolitique, géostratégique, c'est-à-dire un panafricanisme portrait grandeur nature. Un panafricanisme qui vise, pour ainsi dire, le plan macroscopique. Mais qu'il fallait appliquer aussi un panafricanisme de proximité. Et qu'est-ce que j'entends par panafricanisme de proximité? Un panafricanisme du respect des droits humains. J'ai élaboré et défendu la théorie de ce panafricanisme de proximité, ce panafricanisme microscopique, en indiquant que nous devons veiller à ce que dans aucun de nos pays, les 5 lieux de fragilité suivants ne soient frappés par l'injustice. Si l'on reconnaît que la civilisation africaine a pour unité de référence le concept de Maat, qui signifie vérité, justice et solidarité,
J'ai dit et redit partout où j'ai pris la parole au Togo qu'il faudrait alors que dans chacun de nos pays, il y ait 5 lieux qui soient exemplaires en termes de vérité, de justice et de solidarité. Quels sont ces lieux? La famille. Les valeurs qui sont transmises aux enfants doivent être ces valeurs de vérité, de justice et de solidarité, qui sont les marques sublimes de l'identité africaine. Il y a un deuxième lieu où on doit appliquer les valeurs de vérité, de justice et de solidarité. J'ai cité l'école. L'école doit transmettre à tous les enfants d'une génération les savoirs nécessaires à leur épanouissement et à leur participation à l'œuvre de création continuée de la vie. On doit veiller à ce qu'aucun enfant ne soit privé de l'éducation, de la formation nécessaire à son épanouissement. J'ai cité un troisième lieu où on doit vérifier que nous sommes des sociétés authentiquement humaines. Ce troisième lieu, c'est la prison. J'ai dit et redit partout au Togo qu'on doit veiller dans tous les pays africains à ce que ne se retrouvent en prison que ceux qui ont véritablement commis des infractions. On doit veiller à libérer de toutes les prisons ceux qui n'ont pas commis des infractions à la loi. J'ai dit qu'il y avait un quatrième lieu où on vérifie l'humanité d'une société, c'est le tribunal. On doit veiller à ce que les magistrats soient justes, que les magistrats ne soient pas corrompus et que ceux qui sont sanctionnés ne soient pas simplement punis par les plus puissants de l'heure. Aucune république panafricaine vivant et promouvant l'injustice ne peut se prétendre humaine. J'ai cité un cinquième lieu dans lequel on doit vérifier qu'un pays africain est authentiquement humain et participe à ce que j'appelle le panafricanisme de proximité. Ce cinquième lieu est, je dis, c'est l'hôpital. Un pays authentiquement humain soigne ses populations les plus vulnérables, privilégie le soin aux plus faibles, le soin aux pauvres, à l'orphelin, au vieillard, à la femme, soin à l'enfant, à l'étranger. Un pays qui ne soigne pas, eh bien, ses habitants les plus vulnérables n'est pas humain. C'est ce que j'ai appelé la théorie des 5 lieux de la vulnérabilité, la théorie des 5 lieux de l'humanité. Vous avez bien compris. Il est des moments dans l'histoire où la parole cesse d'être simple discours pour devenir signal. Non un bruit de plus dans le tumulte du monde, mais un appel clair, presque ancestral, qui traverse les générations et interpelle les consciences. Les propos tenus par le professeur Franklin Nyamsi à Lomé, entre le 8 et le 12 décembre 2025, s'inscrivent dans cette temporalité rare, celle où la pensée africaine tente de se réapproprier son souffle long, sa mémoire profonde et sa responsabilité historique. Ce qui s'est joué à Lomé ne peut être réduit à un événement de calendrier ou à une rencontre parmi d'autres. Ce congrès panafricain s'est présenté comme un espace de résonance, où des Africains du continent et des diasporas ont fait entendre une voix plurielle, mais convergente, celle d'un peuple fragmenté par l'histoire, mais jamais dissous par elle. En rappelant que cet idéal panafricain fut semé dès le VIe siècle par des descendants d'esclaves noirs d'Amérique du Nord, Franklin Nyamsi ne convoque pas le passé par nostalgie, il l'invite comme témoin, comme preuve que l'Afrique, même dispersée, n'a jamais cessé de penser son unité. La mention insistante de la liberté d'expression observée durant ce congrès n'est pas anodine. Elle agit comme un préambule moral. En affirmant n'avoir vu ni contrainte, ni censure, ni ingérence des autorités togolaises, Nyamsi cherche à désamorcer les soupçons habituels qui pèsent sur toute initiative panafricaine contemporaine. Cette précision construit un cadre de légitimité, ce qui a été dit à Lomé l'a été librement, et donc engage moralement ceux qui l'ont entendu. La parole libérée devient alors responsabilité partagée. À travers cette posture, Nyamsi ne parle pas seulement en intellectuel, mais en passeur. Il se fait relais d'une voix collective, une voix vivante, diffuse, presque chorale, qui cherche à éveiller les consciences, à raviver la sagesse africaine enfouie sous les décombres de la résignation, à appeler à une évolution absolue du continent. Cette voix ne crie pas, elle insiste. Elle ne condamne pas, elle interpelle. Elle rappelle que penser l'Afrique est un devoir, mais la transformer est une obligation. Le cœur idéologique de son intervention repose sur une tension ancienne, mais jamais résolue, celle entre l'idéal panafricain et sa matérialisation concrète. Depuis plus d'un siècle, le panafricanisme oscille entre mythe mobilisateur et projet inachevé. Nyamsi s'inscrit précisément dans ce point de bascule. Il ne s'agit plus de proclamer l'unité africaine comme un slogan,
mais de la traduire en instruments, en structures, en mécanismes tangibles. Cette exigence marque une rupture avec un panafricanisme incantatoire pour entrer dans un panafricanisme de responsabilité. La première leçon que l'Afrique doit tirer de ce moment est celle-ci: aucune renaissance ne peut naître sans liberté de parole, mais aucune liberté de parole ne vaut sans courage politique pour transformer les idées en actes. L'histoire africaine regorge de conférences, de déclarations, de résolutions ambitieuses. Ce que Lomé met en lumière, c'est la fatigue croissante des peuples face à l'écart entre les mots et les réalités. Comprendre cela, c'est déjà refuser la résignation. Dans cette analyse, il importe de rappeler la nature des personnages cités et invoqués. Franklin Nyamsi n'est ni un chef d'État ni un décideur institutionnel. Il est un intellectuel engagé, héritier d'une tradition critique africaine qui va de Cheikh Anta Diop à Kwame Nkrumah, de Frantz Fanon à Thomas Sankara. Sa force ne réside pas dans le pouvoir qu'il détient, mais dans la cohérence entre son discours et une lecture rigoureuse des failles structurelles du continent. Cette position lui permet de dire ce que les dirigeants taisent souvent, que l'Afrique souffre moins d'un manque de ressources que d'un déficit de volonté collective et de lucidité stratégique. L'évocation du congrès de Lomé agit ainsi comme un miroir tendu aux élites africaines. Ce qui a été, régulièrement évoqué par la plupart des intervenants, selon Nyamsi, ne pourra aboutir que si les dirigeants africains eux-mêmes acceptent d'en être les exécutants et non les fossoyeurs. Ici se loge une interpellation silencieuse, mais redoutablement efficace: l'histoire jugera non ceux qui ont parlé, mais ceux qui auront refusé d'agir. La chaîne qui porte cette analyse s'inscrit pleinement dans ce combat idéologique. Il ne s'agit pas de critiquer pour détruire, ni de dénoncer pour humilier, mais d'éclairer pour construire. De rappeler que l'Afrique ne peut plus se permettre le luxe de l'aveuglement volontaire. Chaque génération hérite d'un continent blessé, mais aussi d'un potentiel immense. Refuser de le réaliser devient alors une faute morale autant que politique. Cette première partie ouvre donc un chemin. Elle invite le spectateur non pas à consommer une analyse, mais à entrer dans une réflexion. À comprendre que le panafricanisme évoqué à Lomé n'est pas une utopie lointaine, mais une question immédiate: comment organiser la liberté, la dignité et la solidarité à l'échelle d'un continent? Et surtout, qui aura le courage d'en assumer les conséquences? La suite de cette analyse explorera les propositions concrètes mises en avant: le passeport panafricain, la monnaie unique, puis le panafricanisme de proximité non comme des slogans. Parmi toutes les propositions formulées à Lomé, celle du passeport panafricain s'impose comme un symbole lourd de sens, presque vertigineux dans ses implications. Lorsque Franklin Nyamsi évoque ce « Black Passport », il ne parle pas simplement d'un document administratif. Il convoque une blessure historique et, dans le même mouvement, esquisse une réparation politique. Car pour l'Afrique, la question de la circulation n'est jamais neutre, elle est liée à la mémoire de la déportation, à l'enfermement colonial et à la fragmentation artificielle des territoires. L'Afrique est aujourd'hui l'un des continents où les Africains circulent le moins librement entre eux. Cette réalité paradoxale, être chez soi partout et pourtant étranger partout, révèle l'héritage persistant des frontières tracées sans les peuples. En proposant un passeport panafricain délivré sans critères politiques ou discriminatoires, Nyamsi renverse la logique héritée de la domination. Il ne s'agit plus de filtrer, de trier, d'exclure, mais de reconnaître. Reconnaître que l'Africain, qu'il soit né à Bamako, à Port-au-Prince, à Salvador de Bahia ou à Paris, appartient à un même espace historique et symbolique. La formule qu'il emploie, notre mère terrestre, l'Afrique, est une image puissante. Elle dit tout à la fois la continuité géographique et la profondeur civilisationnelle du continent. Là où d'autres voient des frontières, Nyamsi voit des courants. Là où l'ordre mondial impose des visas et des soupçons, il propose une fluidité fondée sur la mémoire partagée et la dignité retrouvée. Cette image agit comme une voix collective, presque organique, qui rappelle que l'Afrique n'est pas un archipel d'États isolés, mais un corps morcelé qui aspire à se recomposer. Sur le plan géopolitique, cette proposition révèle une lucidité stratégique. La libre circulation des Africains et des Afrodescendants n'est pas qu'une question identitaire, elle est aussi économique, culturelle et scientifique. Un continent qui empêche ses propres forces vives de circuler se condamne à la dispersion de son intelligence. À l'inverse, faciliter les mobilités internes et diasporiques, c'est créer les conditions d'un brassage de compétences, d'investissement et d'innovation. L'histoire récente montre que les grands espaces intégrés sont ceux qui ont su transformer la mobilité en levier de puissance. Mais Nyamsi va plus loin, il insiste sur le caractère massivement plébiscité de cette proposition par les congressistes. Ce consensus est en lui-même un message.
Il révèle une aspiration profonde, longtemps contenue, à rompre avec la logique de la méfiance intra-africaine. La leçon pour l'Afrique est claire, les peuples sont souvent en avance sur leurs dirigeants. Là où les États hésitent, les consciences, elles, ont déjà tranché. Pourtant, cette idée pose une question de responsabilité politique. Un passeport panafricain ne peut être réduit à un slogan mobilisateur. Il exige des États qu'ils repensent leur système de sécurité, leur politique migratoire et leur rapport à la souveraineté. La souveraineté, ici, n'est plus l'art de fermer, mais la capacité d'organiser l'ouverture. C'est une mutation profonde des mentalités, qui suppose confiance, coopération et vision à long terme. L'Afrique doit tirer une leçon essentielle de cette proposition, la peur de l'autre africain est l'un des derniers visages de l'aliénation coloniale. Tant que l'Africain verra son frère comme un concurrent ou une menace, le continent restera vulnérable aux divisions imposées de l'extérieur. Le passeport panafricain devient alors un test moral, sommes-nous prêts à nous reconnaître mutuellement comme membres d'une même communauté de destin? Dans cette perspective, la diaspora occupe une place centrale. Niamsi insiste sur les afrodescendants d'Amérique du Nord, des Caraïbes, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie et de l'océan Indien. Cette insistance n'est pas décorative. Elle rappelle que le panafricanisme est né hors du continent, dans l'exil forcé, comme une réponse à la déshumanisation. Intégrer pleinement la diaspora dans le projet africain, c'est reconnaître que l'Afrique ne s'arrête pas à ses frontières géographiques, mais s'étend là où vivent ses enfants. La voix collective qui traverse ce discours murmure alors une vérité dérangeante, un continent qui refuse ses diasporas se prive d'une partie de sa mémoire et de sa puissance. À l'inverse, une Afrique capable d'accueillir, de reconnaître et de protéger ses enfants dispersés amorce une renaissance silencieuse, mais irréversible. Cependant, l'analyse exige lucidité. Un passeport panafricain, sans gouvernance éthique et sans justice sociale, pourrait reproduire des inégalités internes. D'où l'importance, déjà perceptible dans le discours de Niamsi, de lier cette proposition à une transformation morale des États africains. Circuler librement dans un espace injuste ne suffit pas, il faut aussi que cet espace soit humain. Ainsi, le passeport panafricain n'est pas une fin en soi. Il est une porte. Une porte vers une Afrique qui choisit la confiance plutôt que la suspicion, la solidarité plutôt que la fragmentation, la responsabilité plutôt que l'improvisation. C'est une invitation faite aux dirigeants, écoutez ce que les peuples murmurent depuis longtemps.